Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Après le mois de jeûne, beaucoup mis sur le rééquilibrage alimentaire. Comment retrouver des habitudes alimentaires saines? Comment revoir son mode de vie et démarrer une perte de poids sans prendre de risques? Réponse de spécialistes dans ce journal. Un week-end de vacances, nous irons dans la province d'Ifrane, une destination très prisée par les familles en ces vacances de l'Aïd. Nature et fraîcheur sont au rendez-vous, une bonne cure détente post-Ramadan. Dernière escale du journal Casablanca, les usagers du tramway peuvent désormais apprécier des trajets tout en art. Depuis quelques jours, des fresques ornent tout le long du parcours des lignes 1 et 2. Une idée originale baptisée Casa Artway, une belle manière d'intégrer l'art au paysage urbain. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, le rappel des activités royales de la semaine avec Iman Ablou. Lundi, mosquée Hassan II à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, préside une veille religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr bénie. Après les prières d'Al-Isha et des Tarawih, des versets du Saint-Coran ont été récités par l'enfant Hajar al-Mrabit, lauréate du prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran, à qui le souverain a remis le prix. Le souverain a par la suite remis plusieurs prix. Les prix Mohammed VI Ahl al-Qur'an et Ahl al-Hadith, le prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ces 3 catégories et le prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil, créé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin. Hier samedi, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a accompli la prière de Aïd al-Fitr à la mosquée al-Mohammadi à Casablanca. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Et au palais royal de Casablanca, Amir al-Mu'minin a reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des 2 chambres du Parlement, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, premier président de la Cour de cassation, du président du ministère public, procureur général du roi près la Cour de cassation, des présidents des instances constitutionnelles, du doyen du corps diplomatique islamique au Maroc, ambassadeur du Cameroun, et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Et selon un communiqué du ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a bien voulu nommer le général de division Mohamed Brid, inspecteur général des phares, commandant la zone sud, en remplacement du général de corps d'armée Belkher el-Farouk. À cette occasion, Sa Majesté le roi a décoré le général de corps d'armée Belkher el-Farouk du grand cordon du Wissam al-Arj en considération de sa carrière professionnelle distinguée et des services louables qu'il a rendus au service du trône et de la patrie. Place à présent au décryptage de l'actualité qui a marqué la semaine que nous quittons, comme tous les dimanches, avec professeur Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Mercredi dernier, le Conseil de sécurité a tenu des consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain. Les membres du Conseil de sécurité ont été briefés par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, et ainsi que par le représentant spécial du secrétaire général et le chef de la MINURSO. Là encore, l'initiative marocaine d'autonomie a été largement appréciée et soutenue par un grand nombre des membres du Conseil qui ont considéré qu'elle constitue la solution sérieuse, crédible et pragmatique pour mettre définitivement fin aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Un nouvel appui au processus politique sous les auspices de l'ONU. Quel commentaire en faites-vous, professeur ? L'actualité de la semaine, c'est évidemment les activités royales, vous avez évoqué. C'est aussi l'agenda diplomatique. L'agenda diplomatique, la question nationale, elle était inscrite à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de sécurité le mercredi 19. C'est un rendez-vous semestriel
qui se distingue du rendez-vous annuel du mois d'octobre où il y a là un texte de résolution qui est préparé et voté. En l'espèce, donc, c'était une réunion à huis clos, informelle, qui a permis de faire le point sur 2 volets. Premier volet, c'est un exposé de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, qui a fait le point sur l'état du dossier national. Et à cet égard, il a relevé que, pour l'instant, il n'avait pas beaucoup avancé, puisqu'il n'a pas pu faire de visite dans la région, que le processus des tables rondes n'avait pas repris, et que donc il escomptait beaucoup une relance de ce processus. Il est prévu d'ailleurs à cet égard, il en a fait part, de relancer cette dynamique de négociation par l'audition donc de nouveau d'un certain nombre de responsables de grandes puissances des 4 parties. C'est déjà fait à New York, mais il faut qu'ils viennent dans la région pour faire le point. Et on prévoit que pour l'été, il y aura des initiatives qui seront prises dans ce sens, soit d'une nouvelle tournée de cet émissaire personnel de l'ONU, soit pour fixer, si les choses avancent, une 3e table ronde, mais rien n'est acquis pour l'instant. Il faut relever à cet égard que, vous l'avez dit, la majorité des membres du Conseil de sécurité ont soutenu de nouveau les propositions marocaines, qui sont donc marquées par la prééminence du projet d'autonomie présenté au Conseil de sécurité en avril 2007, et qu'il y a le soutien constant de la haute instance tunisienne pour ces propositions-là, et pour le processus de négociation, et pour les paramètres de négociation, avec ce site particulier qui a été dit et réaffirmé avec force dans la résolution 2654, c'est l'implication du pays voisin, en l'occurrence l'Algérie, pour s'asseoir à la table de négociation. Pour l'heure, c'est pas le cas. L'Algérie s'oppose à la reprise du processus en rejetant la formule des tables rondes, le mouvement séparatiste aussi, et donc nous en sommes là. Donc voilà des acquis. J'ajoute aussi qu'il y a une question qui est en instance qui n'est pas réglée, c'est la question de l'identification des réfugiés qui sont dans les camps de Tindouf en territoire algérien. Et je vous rappelle à cet égard, le Conseil de sécurité avait beaucoup insisté sur l'exigence d'un recensement de ces populations séquestrées dans les camps de Tindouf, lesquelles connaissent des situations tout à fait particulières, malnutrition, en plus elles n'ont pas de statut, en plus elles ne sont pas immatriculées, elles n'ont pas droit donc à la protection prévue par le droit international humanitaire, et c'est une situation qui ne saurait perdurer. Et sur un autre volet, cette semaine a été aussi marquée par les rencontres du round d'avril du dialogue social. Le gouvernement s'est réuni avec la Confédération démocratique du travail et avec la CGM. Ce nouveau round intervient dans un contexte difficile à cause de l'inflation qui a lourdement impacté le pouvoir d'achat. C'est dire que la question des salaires et du dialogue sectoriel constituent les points saillants de ce nouveau round. Il fallait bien que ce dialogue social reprenne. Et je dois observer qu'il a beaucoup traîné et que les accords du 30 avril 2022 prévoient un rendez-vous semestriel, donc pour faire avancer les choses. Il y a eu un rendez-vous en septembre pour l'instant, et donc il y a un 2e rendez-vous pour avril, d'autant qu'il y a la proximité du 1er mai. Il faut donc, pour le 1er mai, qu'on puisse faire montre d'avancer dans un certain nombre de dossiers. Quels sont les dossiers qui posent problème, qui ne sont pas réglés? C'est d'abord la revendication des organisations syndicales quant à la nécessité de la revalorisation du pouvoir d'achat. Ça revient constamment dans les demandes et revendications des syndicats. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment le problème des libertés syndicales, le problème aussi de ce qui manque par rapport aux engagements du 30 avril 2022, notamment la mise sur pied d'une académie de formation pour donc renforcer les capacités de négociation, de dialogue des organisations syndicales, puis aussi la mise sur pied d'un observatoire du dialogue social. C'était prévu dans les accords du 30 avril 2022. Il y a 2 grands dossiers, peut-être 3 même, qui posent problème actuellement. C'est la réforme du Code du travail, où là les positions sont encore éloignées, et partant le problème du nouveau régime du droit de grève, et sur ce plan-là, évidemment, ça coince encore,
Et puis, il y a un autre élément aussi en discussion, c'est le problème des retraites, la réforme des régimes de retraite. Les positions sont éloignées. Le gouvernement souhaite allonger l'âge de la retraite à 65 ans et demander en même temps l'augmentation des cotisations. Pour l'heure, les syndicats sont opposés à ces questions-là. En tout cas, il y a déjà la reprise de ce dialogue, c'est un acquis. On attend un deuxième acquis, c'est-à-dire que ça se transforme par des mesures concrètes. Une commission mixte a été prévue à cet effet pour identifier les éléments de convergence. On va voir, mais on peut espérer que pour le 1er mai, il y aura une avancée, que le gouvernement donnera des signes positifs dans ce domaine-là. Professeur Mostafa Sahimi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit. Merci à vous. Le mois de Ramadan chamboule nos habitudes alimentaires. Beaucoup tombent dans le piège des repas copieux, des plats trop sucrés ou trop gras. Une alimentation qui n'est pas sans danger pour la santé. Alors comment faire pour récupérer les bonnes habitudes? Réponse dans ce reportage d'Abdelali Gnouni, Yassim Benjeloun et Zakaria Mouqin Billah. Des tables bien garnies aux mets variés, un décor familier du mois de Ramadan. Et malgré l'abondance d'aliments, le jeûne a porté une cure digestive bénéfique pour la santé. L'Aïd venu, on se délecte d'aliments succulents et souvent riches en produits salés et sucrés. Ainsi, le grand défi est de pouvoir équilibrer son alimentation après le Ramadan et ne pas tomber dans l'excès. La table de l'Aïd comprend des plats salés, du thé et café ainsi que différentes préparations à base de pâtes. Il faut juste savoir doser son alimentation, car après le mois de jeûne, il faut savoir se nourrir progressivement. Le changement de régime alimentaire induit une transition qu'il faut gérer avec précaution, car en cas d'excès, des complications digestives peuvent survenir. Si l'on ne contrôle pas son alimentation après le mois de Ramadan, des problèmes de santé peuvent toucher l'appareil digestif, satiété, brûlure d'estomac, gonflement ou gain de poids. Donc pour une transition en toute sécurité, il est conseillé d'opter pour une alimentation saine et fixer les repas à 2 ou 3 par jour. Une nutrition variée et modérée semble donc être le meilleur allié pour une reprise en toute douceur. Une opportunité de poursuivre les bénéfices du jeûne et d'adopter de nouvelles habitudes alimentaires plus saines. Je vous propose à présent une petite échappée belle pour respirer un bon bol d'air frais. Pour cela, c'est à Ifrane, dans le Moyen Atlas, que nous irons. À l'heure des vacances scolaires, la région est Sacédré, une destination très prisée par les familles qui viennent profiter de détente et des températures plutôt fraîches de cette jolie ville montagnarde. Ahmed El Fadeli et Maria Aoued. On entendrait presque le gazouillis des oiseaux, tant la nature se fait entendre. Sur un parterre de coquelicots, au cœur de la nature, les familles savourent un déjeuner dans l'herbe, bien mérité. Après le jeûne du mois de Ramadan, petits et grands profitent ensemble d'un grand bol d'air pour se détendre et profiter des joies retrouvées. Je suis très heureuse d'être ici avec ma famille au grand complet. Nous profitons tous ensemble des vacances de l'Aïd pour nous détendre et rire et nous retrouver au grand air. Nous avons décidé de venir pique-niquer dans la forêt, faire un barbecue pour bien marquer le coup. J'ai cuisiné plein de petits plats pour faire plaisir à tout le monde et profiter de la nature. Merci. Destination très prisée par les familles marocaines, la région d'Azrou est un lieu de villégiature féerique où le plaisir se conjugue sous toutes ses formes. Promenade en forêt et cueillette de fleurs, balade à cheval et rencontres pour le moins surprenantes. Nous avons passé la fête de l'Aïd chez nous à Fès, après quoi nous avons décidé de venir passer quelques jours à Ifrane, au contact de la nature. Nous avons fait des rencontres surprenantes, notamment avec les singes, et ce sont là des souvenirs inoubliables.
Après avoir rendu visite à toute la famille, j'ai eu besoin d'un grand bol d'air pour me recentrer sur moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir à Ifrane. Ici, tout invite à la quiétude et à la sérénité. C'est vraiment très agréable. Avec son parc naturel de 53 000 hectares, la province d'Ifrane est la destination estivale préférée des vacanciers marocains. Une parenthèse nature, idéale pour se reposer et se reconnecter avec soi. Coup d'œil sur les couleurs du ciel, un temps caniculaire pour les prochains jours. Une vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs provinces avec des températures maximales devant atteindre 44 degrés. Le mercure devra afficher de 37 à 41 degrés à Inzgad, à Itmelloul, Agadir et Daoutanen, Chtuka Baha, Fqih Ben Salah, Bni Mellal, Safi, Stat, Marrakech, Qal'at Srarna, Youssoufia, Smara, Assazag et Tata. Des températures similaires sont prévues pendant cette même période à Al-Araïch, Ouazen, Meknes, Fas, Khmissat, Qnetra, Khribiga, Stat, Ben Slimane, Rahamna, Marrakech, Safi et Youssoufia. Escale à Casablanca pour finir. La métropole célèbre une composante phare de son paysage urbain. Plus qu'un transport en commun, le tramway fait depuis plus d'une décennie maintenant partie intégrante de la vie de la mobilité quotidienne des Casablancais. Alors pour agrémenter ces trajectoires, une campagne artistique est lancée à travers ces lignes. Casa Artway. Découvrons ce parcours créatif unique dans ce reportage de Leila Asli à Chourb El Msaoud et Mariam Messi. Casablancais, vous êtes certainement passé devant l'une de ces fresques. Des créations dressées le long du tracé des lignes 1 et 2 du tramway. Une véritable galerie à ciel ouvert qui égaye les passagers et les passants. Des stations comme El Fida, Préfecture Insbeh, Beshko, Littoral à côté de Indieb, sur tout le territoire de Casablanca, un parcours où vous allez pouvoir découvrir 15 œuvres de 15 styles différents, de la calligraphie, des portraits, du réalisme. On a essayé de représenter un maximum de styles street art et le but c'était d'utiliser ce que les usagers disent du tramway de Casablanca pour pouvoir créer des œuvres originales de street art. Pourquoi ? Parce que les trains ils bougent dans la ville. Au détour d'une rue, sur les murs, des façades recouvertes de couleurs. Au fil des rails, Casa Artway donne à voir une exposition d'art original devant un public ponctuel. Ils sont plus de 78% à déclarer emprunter les rames du tramway au moins 5 fois par semaine. Cette initiative artistique est lancée en phase avec les résultats d'un vaste sondage réalisé en 2021 et 2022 auprès de nos clients. Ils sont 94% à témoigner leur satisfaction quant au service du tramway. 96% parmi eux se déclarent prêts à recommander ce service à leurs proches. Ceci est lié au sentiment de sécurité ressenti aux abords du tramway. 95% de nos passagers en témoignent. Confiants, les usagers du tramway de Casablanca pourront désormais apprécier des trajets agrémentés d'art. Des dessertes sur une quinzaine de stations qui viendront s'ajouter aux 49 500 000 réalisés en 2022. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.